Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'UNEC-PFFB, donc l'Union des carreleurs, chapistes et projeteurs, qui est une partie intégrante de la Fédération du bâtiment. Donc nous sommes ravis de vous accueillir pour cette deuxième édition. Après le succès, en tout cas on l'espère pour vous, du premier webinaire qui avait eu lieu à Mulhouse, nous sommes au CFA de Dardilly, qui a vraiment mis tout en œuvre pour accueillir cette deuxième édition. Je vous propose de passer la parole dans un premier temps à François Bourdier, qui représente les carreleurs de la Fédération du Rhône. François. Merci Nadège. Bonjour à tous. Je suis François Bourdier, donc je suis le président des carreleurs du Rhône. Et je représente également Patrick Spica, qui s'excuse de son absence aujourd'hui, mais qui est le représentant régional des carreleurs et qui organise aujourd'hui ce webinaire sur les grands formats au CFA Philibert Delorme. Je voulais remercier spécialement donc, le CFA pour son accueil. On est actuellement là dans l'atelier des carreleurs, là où les apprentis apprennent le métier tous les jours. Je remercie donc spécialement M. Parada, le directeur du CFA, ainsi que M. Larari, qui est le professeur de carrelage pour les apprentis. Je voulais également remercier la société Point P d'Ecocéram, en la présence de M. Mathieu Verneau et de M. Mathieu Gourla, qui cofinancent cet événement, non seulement financièrement, mais également par la mise à disposition de tous les équipements qui permettront cette démonstration. Je remercie également évidemment Nadège qui mène de main de maître ce webinaire aujourd'hui et qui commence à bien avoir l'habitude de passer sur le web. Je remercie Lydie Reinbold, qui est la secrétaire de notre chambre de carrelage et qui est toujours présente pour aider l'organisation également. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous faire profiter des compétences de Nadège sur le point de vue théorique et de la société d'Ecocéram.p pour l'organisation de la démonstration pratique. Merci beaucoup François, on est vraiment ravis également d'être présent ce matin. On va peut-être laisser la parole également à Monsieur Parada, qui est le directeur du CFA, qui, une fois de plus, on le dit avec plaisir, a joué le jeu à fond pour que cet événement puisse avoir lieu. Monsieur Parada, on va vous passer la parole. Bonjour, merci à tous pour votre présence. Merci à tous pour la préparation en amont qui s'est très bien passée. Un merci spécifique effectivement à M. Larari, le formateur qui est passionnant avec les jeunes et qui est ravi de vous accompagner dans cette démonstration de pose d'un carrelage assez impressionnant où ma compétence est très vite limitée vu la taille. Donc voilà, en tout cas je vous souhaite une très bonne démonstration, un très bon webinaire et que vous puissiez, derrière la caméra et devant avec les apprentis présents, apprendre à poser ce type de matériaux complexes. Merci beaucoup. Merci Monsieur Parada, le plaisir est pour nous. Et on va passer la parole également à notre partenaire de l'événement, d'Ecocéram.p, qui a vraiment mis les petits, tout en œuvre pour faire de cette démonstration un succès. Mathieu Gourla, je veux bien que tu nous rejoignes pour nous dire un petit mot de ce qui va se passer dans quelques instants. Bonjour à tous, donc Mathieu Gourla, je suis responsable technique et produit donc, au sein de la société Point P d'Ecocéram. Merci de votre accueil à tous et de la préparation effectivement. Merci aussi à Cermix avec Fabien qui est avec nous et qui nous accompagne dans la démonstration. Et une petite pensée aussi pour Rossella de la société Porcelaine Grey qui nous a fourni gracieusement le matériel pour la démonstration. Alors aujourd'hui simplement, on va essayer de, on va dire, dépoussiérer un petit peu le fonctionnement de la pose de la grande dalle, que ce soit au niveau de la manipulation, des outils effectivement nécessaires, et puis essayer de voir les cas simples de figures de coupe pour vous permettre d'être plus à l'aise sur un chantier. Et puis on vous fera une petite présentation aussi d'un minimum de matériel à avoir, que vous pouvez bien sûr vous fournir si vous ne l'avez pas, mais que vous pouvez aussi, à savoir pour certains éléments, louer dans nos agences d'Ecocéram. Et point P. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci Mathieu, c'était très clair et on a hâte de voir tes talents de démonstrateur et de formateur.
Alors, avant de passer vraiment à la partie démonstration, donc pour vous rappeler comment va fonctionner la matinée, donc on va être organisé en 2 temps. Vous allez avoir une première partie qui sera consacrée au rappel des règles de l'art, quelques petites piqûres aussi de rappel concernant l'assurabilité des ouvrages que vous mettez en œuvre. Donc, c'est important pour vous, professionnels, de savoir ce pourquoi vous êtes assuré et comment vous devez jouer le jeu de l'assurabilité. Donc, je m'occuperai de cette présentation-là. Et ensuite, on passera à l'aspect pratique où Mathieu, justement, accompagné du responsable du côté Cermix, vont nous faire découvrir plus en détail la pose des grands formats. On a les textes, mais on a également la vie de chantier. Et en général, le coup de main, on ne peut pas trop tout à fait bien le décrire dans les DTU. Vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les poster sur le chat du live. On répondra au fil de l'eau, donc sentez-vous vraiment libre tout au long de la démonstration et même de la partie théorique d'intervenir via le chat. On fera en sorte d'apporter toutes les réponses. Pour information, le webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de revoir le replay à volonté. On vous enverra le lien pour y accéder via l'adresse mail que vous avez communiquée lorsque vous vous êtes inscrit. Alors, je vous propose qu'on passe à la partie, donc, dans un premier temps théorique. On va rappeler quand même le contexte des règles de l'art, les textes sur lesquels vous devez vous appuyer pour la mise en œuvre de ces grands formats. Donc, dans le cadre justement de ces textes-là, vous avez principalement 3 textes à connaître. Vous avez le cahier du CSTB 3778, qui est un cahier qui permet d'avoir les spécifications techniques pour le classement UPEC des carreaux. Donc, ce document a été mis à jour en 2020 et notamment intègre les formats de carreaux jusqu'à 15 000 cm² pour une pose en sol. On y reviendra un peu plus loin dans l'intervention. Vous avez un deuxième document à connaître, le CPT 3666, donc un cahier de prescription technique qui est édité par le CSTB et qui reprend toutes les règles de mise en œuvre des carreaux grand format et format au blanc pour une pose en sol intérieur dans les locaux qui sont classés P3 ou+. On y reviendra également dans quelques instants. Pour information, ce cahier a été soumis à la commission prévention produits, donc la C2P, et a été reconnu comme règle professionnelle provisoire depuis juillet 2021, ce qui vous permet d'être assuré en technique courante pour les ouvrages que vous réalisez suivant ce cahier de prescription technique. Le troisième texte à connaître pour la pose des grands formats, ce sont les règles professionnelles pour les murs intérieurs. Donc, ce texte a été édité et a mis en application depuis janvier 2021 et il reprend donc les règles de mise en œuvre pour la pose des grands formats en murs intérieurs. Donc, vous avez les formats au-delà de 60-60 jusqu'à 36 000 cm² et je vous ferai un détail un peu plus loin. Donc, pour rappel, aujourd'hui, à ce jour, quand on a besoin de faire une pose de grand format, que ce soit un locaux extérieur ou que ce soit des carreaux, comme on les appelle les XXL, il n'existe pas encore de texte de référence. Donc, aujourd'hui, quand on a besoin de réaliser ces ouvrages en extérieur, il faut faire une démarche bien spécifique pour être assuré, parce que ça ne le relève pas de la technique courante. Si on va un peu plus en détail dans le cadre de la mise en œuvre des formats, des grands formats en sol intérieur, vous avez donc le détail qui est précisé, comme je vous disais tout à l'heure, dans le CPT 3666. Et la première chose à connaître, c'est le domaine d'application du CPT. Donc, dans ce CPT, il est bien précisé qu'on vise les locaux intérieurs, donc pas de sol extérieur comme je vous l'ai dit précédemment. On est dans des locaux qui sont classés P3 ou plus. Par exemple, un séjour chez un particulier, on ne visera pas les cuisines collectives, notamment qui, elles, sont classées P4S. On est en travaux neufs, c'est-à-dire qu'on ne va travailler que sur un support qui est soit neuf, soit remis à neuf. La pose d'un carrelage grand format sur un carrelage existant n'est pas visée dans ce document. Vous avez la possibilité de réaliser des planchers chauffants avec les carreaux grand format.
Donc ces planchers doivent être conformes soit au DTU 6514 des planchers à eau chaude de basse température, soit suivant le CPT des planchers réversibles, le CPT 3164. Par contre, les planchers PRE ne sont pas visés. Pour rappel, le CPT des planchers PRE vise la pose de carreaux céramiques uniquement jusqu'à 2200 cm². Au niveau des tolérances des supports, donc vous avez les tolérances de planéité qui vous sont rappelées à l'écran. Donc on est sur une tolérance qui est plus drastique que lorsqu'on met en œuvre des carreaux suivant le DTU 52.2. On est sur une tolérance à 3 mm sous la règle de 2 mètres et 1 mm sous le réglet de 0,20. Donc ça nécessite en général la mise en œuvre d'un ouvrage intermédiaire parce que le gros œuvre ne vous livrera pas un support avec une planéité à 3 mm. Au mieux, vous aurez 7 mm. Donc, il faut bien anticiper cette action-là dans vos devis, notamment pour intégrer la réalisation de l'ouvrage d'interposition. Au niveau des supports qui sont admissibles, on est sur des supports à base de ciment. Donc, vous avez les supports qui sont conformes au DTU 13.3, au DTU 21, mais le texte ne vise pas la mise en œuvre sur des supports bois, par exemple. Et je vous rappelle également que le DTU 52.2 pour la pose des formats jusqu'à 60-60 ne vise pas non plus la mise en œuvre sur des planchers bois. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure d'ouvrage d'interposition, c'est-à-dire que si on a un support qui n'est pas conforme, on a la possibilité de réaliser une opération avant la pose des carreaux, soit pour attraper un niveau, soit pour justement arriver à la tolérance de planéité qui a été précisée précédemment. Et donc, on peut faire une chape fluide à base de ciment ou d'anhydrite. On peut faire également une chape tradie désolidarisée conforme au DTU 26.2. À noter que la tolérance dans ces cas-là, elle est de 3 mm et non pas de 5 mm, comme c'est précisé dans le 26.2. Et sinon, pour rattraper la planéité, vous pouvez également faire un enduit de sol avec des produits qui sont certifiés par le CSTB. Donc ça, c'était pour la tolérance sur les supports. Si on passe maintenant à un rappel un peu de ce que c'est un grand format et un format au blanc. Donc, vous avez le cahier, comme je vous disais tout à l'heure, le cahier 3778, la version 4 de 2020, qui vous précise en fait les formats qui sont visés. Donc, un grand format, pour que vous ayez le vocabulaire vraiment qui est précisé dans ces textes-là, ce sont des carreaux qui ont une surface comprise entre 3600 et désormais 15 000 cm². Donc, jusqu'à la version précédente, on était limité à 10 000. La version de 2020 permet de viser les carreaux jusqu'à 15 000 cm². Ça veut dire en gros 1,20 m par 1,20 m par exemple. L'élancement est limité à 3. Donc, pour rappel, l'élancement, c'est le rapport entre la longueur et la largeur du carreau. Et la plus grande dimension ne doit pas dépasser 180 cm. Donc on dit bien ne doit pas dépasser 180 cm, mais ce sont des conditions cumulatives. Vous ne pouvez pas avoir 180 par 180 parce que vous allez dépasser la surface qui est 15 000 cm². Vous avez la définition des formats au blanc. Donc les formats au blanc, c'est ce que vous appelez communément les formats imitation lame de parquet. Dans ces cas-là, il n'y a pas eu d'évolution par rapport à la dernière version du CPT, enfin du cahier 3778. L'élancement est compris entre 3 et 10, et la plus grande dimension, pour ce qui est de la longueur, ne doit pas dépasser 180 cm, et la plus petite dimension doit être au moins de 10 cm. Donc, une fois de plus, ce sont des conditions cumulatives. On prend en compte l'élancement et la dimension maximale du format de carreau. Pour ces carreaux format au blanc, l'option D+ est obligatoire. Pour faire simple, en fait, il faut que les carreaux soient rectifiés. On ne peut pas aujourd'hui, pour être dans les règles de l'art, mettre un carreau imitation de lame de parquet qui n'est pas rectifié. Donc c'est vraiment important à prendre en considération. Pour rappel également, on choisit un carreau en fonction du classement UPEC du local. Ça veut dire que si j'ai un local qui est classé P3, je dois prendre un carreau qui est au minimum classé P3. C'est la logique aussi bien pour les grands formats que les formats classiques. Et j'insiste bien sur la certification QP-UPEC. Pour être dans les clous en termes d'assurance et dans le cadre de ce CPT-là, il faut absolument avoir des carreaux qui sont classés et certifiés QB-UPEC. C'est important.
Si on passe ensuite au niveau de la mise en œuvre, donc tout à l'heure, Mathieu va nous détailler la mise en œuvre. Bien sûr, on va rentrer vraiment dans le détail, le geste, etc. Mais je voulais vous rappeler quand même des dispositions à avoir à l'esprit. Donc, de façon générale, on applique les dispositions qui sont prévues dans le DTU 52.2, mais avec des dispositions particulières, notamment, on utilise un mortier qui est classé C2, S1 ou S2 au minimum, pas de mortier C2 pour les grands formats. On utilise systématiquement le double encollage, c'est-à-dire qu'avant, dans la version précédente du cahier 3666, avant l'édition de juillet 2021, on pouvait faire du simple encollage avec du mortier-colle fluide. Désormais, ça a évolué. Dans le texte, il est bien précisé qu'on fera systématiquement du double encollage, quel que soit le mortier-colle. Ça ne veut pas dire que le mortier fluide est interdit, ça veut simplement dire que si vous choisissez aussi bien un mortier-colle fluide qu'un mortier à consistance normale, vous devrez passer en double encollage. Ça a été décidé parce que les carreleurs ont fait part de leur retour d'expérience et en général, au-delà de 60-60, les carreleurs ne font pas du double encollage. Au niveau de la consommation de mortier-colle, rien de bien particulier. On est sur du 7 kg par mètre carré et vous avez les dimensions des peignes qui sont affichées à l'écran. Pour ce qui est de la mise en œuvre, donc comme je vous disais tout à l'heure, on va bénéficier du geste de Mathieu, qui va nous montrer comment faire l'encollage, les points singuliers, les découpes, comment appliquer le mortier-colle pour avoir le maximum de transfert, etc., etc. Donc on va vraiment compter sur son expertise. Ensuite, si on parle des joints, les joints doivent être réalisés de façon générale aussi, un peu suivant les dispositions du DTU 52.2, mais on a des dispositions particulières aussi. Hein, on a la possibilité de faire ce qu'on appelle des joints larges, qui font 5 mm au minimum, mais comme vous le savez très bien, les clients en général, c'est pas du tout vers cette option qu'ils s'orientent. Les clients veulent avoir les joints les plus fins possibles. Donc j'insiste encore, jusqu'à présent, la pose à joint nul n'est pas visée. Les joints mabriers de 1 mm ne sont pas non plus visés dans nos textes pour les formats au-dessus de 60-60. Donc ça veut dire que vous pouvez réaliser quand même des joints un peu plus fins, mais jusqu'à 2 mm au maximum. Donc votre joint doit faire au minimum 2 mm pour être plus précise. Et par contre, vos carreaux doivent avoir l'option D+, donc ils doivent être rectifiés. On ne peut pas arriver à faire une mise en œuvre avec un carreau non rectifié et avoir un joint de 2 mm. Ce n'est pas visé par les textes et en plus en termes de mise en œuvre, c'est vraiment difficile, voire quasiment impossible à réaliser. Donc on peut faire également une pose à joint décalée et le décalage doit être de 1/3 maximum par rapport à la plus grande dimension. Particulièrement quand on est dans le cas des carreaux imitation lame de parquet, quand on a un décalage qui est d'un demi, on peut amplifier, entre guillemets, le phénomène de voile sur le carreau qui va donner l'impression au client que le carreau est bombé au niveau du joint. Donc c'est pour cette raison qu'on ne va pas sur un décalage supérieur en général à 1/3. Au niveau des joints de fractionnement, on suit ce qui est prévu dans le DTU 52.2, c'est-à-dire qu'on fractionne suivant le fractionnement du support. Pour faire simple, si j'ai une surface qui est une chape fluide ou une chape traditionnelle avec des joints de fractionnement tous les 60 mètres carrés, eh bien mon carrelage devra être également fractionné tous les 60 mètres carrés. Mais si j'ai un séjour qui fait 40 mètres carrés où il n'y a pas de joint de fractionnement, je ne suis pas obligé de créer des joints de fractionnement supplémentaires dans le carrelage. Par contre, comme d'habitude, on pense bien à faire les fractionnements au niveau des seuils de porte et on rappelle toujours aux entreprises de bien prévoir les joints périphériques qui sont de 5 mm dans le cadre de la pose des carreaux grand format. Donc ce sont des rappels, mais qui ont quand même leur importance parce qu'en expertise, comme vous le savez tous, c'est la première chose qu'un expert va regarder, les joints périphériques, les joints de fractionnement, est-ce que ces points-là ont été respectés. Donc, pour la partie mise en œuvre des carreaux grand format
en sol intérieur. Voilà quelques rappels et je vous propose qu'on passe à la mise en œuvre de ces grands formats en mur intérieur. Donc ça, c'est une nouveauté. Les carreaux grand format, vous les mettiez en œuvre déjà depuis un certain nombre d'années en mur intérieur, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de texte qui permettait d'encadrer cette mise en œuvre et de vous permettre d'être assuré sans disposition, sans démarche particulière à faire auprès de votre assureur. Donc la profession a travaillé sur le sujet et désormais vous avez des règles professionnelles qui encadrent la mise en œuvre de ces grands formats en mur intérieur. Au niveau du domaine d'application, donc on est sur des supports qui sont neufs et ça veut dire que c'est pas le bâtiment qui est neuf, hein, c'est bien le support qui ne doit pas être revêtu d'un carrelage. Le même principe qu'en sol, c'est un support nu ou remis à nu qui recevra le revêtement carrelé. On est sur des locaux qui sont limités à l'EB+ privatif, hein, en mur intérieur uniquement, donc ça veut dire qu'on peut réaliser une salle de bain chez un particulier. Par contre, on ne visera pas un vestiaire collectif, par exemple, dans un gymnase. Au niveau des supports visés pour cette première version des règles professionnelles, on est sur des supports à base de plaques de plâtre uniquement. On n'a pas visé les supports à base de maçonnerie parce qu'aujourd'hui, la plupart des chantiers sur lesquels les entreprises travaillent sont des supports plutôt en plaques de plâtre et les supports maçonnés vont être visés ultérieurement une fois qu'on aura accumulé un peu plus de recul d'expérience et verrouillé les dispositions à prendre parce que vous savez très bien, les supports maçonnés ont d'autres problématiques. Il faut vérifier les huiles de coffrage, est-ce qu'elles ont bien été enlevées, le support peut fusirer parce que le béton travaille systématiquement, etc., etc. Donc cette première version est vraiment limitée aux plaques de plâtre, mais elle est amenée à évoluer en fonction des retours d'expérience des entreprises. On est sur une hauteur maximale d'ouvrage de 3 mètres également pour cette première version, mais ça n'empêche qu'avec le temps, on est tout à fait amené à faire évoluer cette hauteur maximale. Au niveau de la mise en œuvre, on va dans un premier temps s'attacher à préparer le support. Le support, donc on est sur des plaques de plâtre. La mise en œuvre doit être conforme au DTU 2541, c'est le DTU des plaquistes, avec des dispositions particulières à prendre en compte. Donc pour le cas de figure des grands formats, on est systématiquement sur une ossature à 60 avec 2 BA13 en parement. Donc, c'est-à-dire que la logique qui a été apportée, vous savez, quand on met en œuvre des carreaux, par exemple, qui font plus que 1600 cm² dans le DTU 52.2, et d'ailleurs, c'est indiqué dans le DTU 2541, le support à base de plaques de plâtre doit avoir une ossature resserrée à 40 dès lors qu'on est dans des locaux humides et qu'on a une BA13 ou une BA15 en parement. Quand on construit une maison individuelle aujourd'hui, dans la plupart des cas, on ne sait pas encore ce qu'il va avoir comme revêtement. Donc, l'économiste ou le maître d'ouvrage prévoit en général une BA13 en track 60. C'est ce que vous retrouvez sur la plupart des chantiers. Donc, pour pouvoir envisager de basculer sur des grands formats, il faudrait simplement mettre en conformité le support en rajoutant une BA13. C'est beaucoup plus facile que d'envisager de faire démonter la BA13 et de resserrer l'anthrax de l'ossature. Donc, le carreleur devra demander au maître d'ouvrage de lui confirmer que le support est bien constitué de 2 BA13 avec une ossature anthrax 60 avant de débuter ses travaux. C'est vraiment important. Après, sur les tolérances de planéité du support, on est sur des tolérances classiques du DTU, hein, une exigence à 5 mm sous la règle de 2 mètres. Le faux à plan, il doit être le même que ce qui est précisé dans le DTU 2541. Donc ça, c'était pour les supports et c'est vraiment important à intégrer pour vous, pour être sûr que vous allez recevoir des supports qui sont conformes à votre texte de mise en œuvre. Pour la mise en œuvre, on n'a pas de dispositions qui sortent de l'ordinaire. Vous avez dans les règles professionnelles le format des carreaux qui est précisé. Donc on a 3 grandes familles de carreaux. On a les carreaux grand format qui ont une surface jusqu'à 10 000 dans le cadre des murs. Ensuite, les très grands formats qui permettent d'avoir des carreaux jusqu'à 36 000 cm². Donc, ça veut dire un 3 mètres par 1 mètre 20 par exemple. Et la dernière famille, ce sont les formats au blanc que vous connaissez. Donc, format imitation lame de parquet. Les lancements pour ces produits-là, les 2 premières familles jusqu'à très grand format, on est limité à 3. Et pour les formats au blanc, comme tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 10.
Attention également à l'épaisseur minimale des carreaux. Donc, on est sur des carreaux qui font au minimum 5 mm dans ces règles professionnelles. Ça veut dire que les carreaux qui sont plus fins et qui sont tramés, pour cette version, ne sont pas encore visés. Il y a d'autres paramètres à régler parce que la nature de la trame vous impose en général de choisir un morticole qui est compatible. Et pour l'instant, on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir faire un tableau harmonisé qui permet de définir systématiquement le type de morticole qui est adapté à la trame que vous aurez au dos du carreau. Mais c'est amené à évoluer, ce n'est pas figé dans le temps. On avance petit à petit en fonction du retour qu'on aura sur les ouvrages qui seront réalisés suivant ces règles professionnelles. On pourra tout à fait être amené à faire évoluer le texte. Vous avez également les spécifications techniques qui sont précisées. Alors, pour les carreaux, vous, carreleurs, vous n'allez pas vous embêter à vérifier systématiquement la courbure, le voile, la différence diagonale, etc. Pour vous simplifier la vie, une nouvelle certification a été mise en place au CSTB, qui est la certification WOLPEC, la QB50, qui permet de savoir si un carreau est certifié et est compatible avec les exigences qui sont précisées pour la pose en mur intérieur. Donc, c'est nouveau. Sur le marché, on n'a pas encore beaucoup de références de carreaux qui répondent à cette certification. Mais vous pouvez toujours vous appuyer sur votre fournisseur pour que lui vous confirme que les spécifications qui sont décrites dans le texte sont bien respectées par rapport aux carreaux qu'il vous propose. Donc, ça, c'était pour la partie carreaux, céramique. Ensuite, vous avez la partie mise en œuvre. Donc, pour la mise en œuvre des carreaux, on est toujours sur du double encollage systématique et on a le choix toujours de mettre en œuvre un mortier-colle qui a une classe C2S minimum. C'est-à-dire que les mortiers-colle C2 ne sont pas visés pour la mise en œuvre en mur intérieur. On est sur le double encollage avec, on le verra tout à l'heure une fois de plus avec Mathieu, l'application des sillons de mortier-colle qui doivent être parallèles au mur entre le support et le dos du carreau. Donc le geste, Mathieu nous fera le détail tout à l'heure, pas besoin de vous l'expliquer, c'est plus simple de le voir en réel. Donc ça, c'était pour la partie encollage. Ensuite, vous avez vous attaquez un peu les finitions, les largeurs de joints. On est sur du 2 mm toujours, comme on a dans le cadre de la pose en sol. Vous avez la possibilité de faire les joints de fractionnement en suivant les dispositions qui sont prévues également dans le DTU 52.2 partie P111 pour la pose en mur intérieur. Il n'y a pas de disposition supplémentaire à respecter. Et donc, si vous respectez toutes ces dispositions-là, vous êtes bien, vous avez fait ce qu'il fallait pour que votre ouvrage tienne dans le temps et surtout pour éviter d'avoir des sinistres au minimum pendant les 10 ans qui sont nécessaires pour la garantie décennale. Alors, donc, comme vous l'avez compris, on est sur des formats qui sont quand même assez spécifiques, du 3 mètres par 1 mètre 20. Ça ne se pose pas comme un format 60-60. Et il est nécessaire donc d'avoir des compétences spécifiques pour la mise en œuvre de ces formats-là. Donc, c'est bien précisé dans les règles professionnelles que le professionnel doit justifier d'une certaine compétence, soit en présentant une attestation de formation. À ce jour, vous avez des industriels qui vous proposent des formations. D'Ecocéram fait régulièrement des sessions de formation à l'attention des carreleurs pour leur apporter la prise en main de ce type d'ouvrage. Vous avez également la possibilité de justifier votre expérience en présentant des photos de chantier, des ouvrages que vous avez réalisés, des points singuliers comme les découpes, etc. Vous avez la liste qui est précisée à la fin des règles professionnelles. Donc, on insiste bien, un 3 mètres par 1 mètre 20, ça ne s'apprivoise pas comme un carreau qui fait 20-20. Donc, c'est vraiment indispensable. Un autre point important dans ces règles professionnelles, vous avez à la fin du document une fiche de traçabilité à renseigner pour chaque chantier. Ce n'est pas un document qui est fait pour embêter les carreleurs, c'est un document qui vous permet d'avoir une traçabilité, entre guillemets, de l'ouvrage que vous avez réalisé. C'est-à-dire qu'en cas d'expertise, vous serez à même de pouvoir ressortir les éléments qui constituent votre ouvrage, le choix des carreaux, le type d'encollage que vous avez réalisé, la localisation du chantier, etc., etc. Donc, ça devrait permettre de faciliter le travail en cas d'expertise, même si on souhaite bien évidemment
ne pas arriver à des expertises qui veulent dire qu'il y a eu un sinistre. Mais vous insistons vraiment sur la nécessité de remplir ce document et qui permettra aussi dans la suite de justifier que nous avons des ouvrages qui ont été réalisés dans les règles de l'art et d'avoir l'extension des différents points que nous avons évoqués pour les règles professionnelles. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter par rapport aux règles de l'art pour la pose des carreaux grand format. Je voulais aussi vous rappeler que la Fédération du bâtiment, l'Union des carreleurs, a édité 2 guides qui sont faits sous le principe des calepins de chantier. Donc, vous en avez un pour la pose en sol intérieur et un pour la pose en mur intérieur. Ils sont disponibles pour les entreprises adhérentes à la fédération de façon gratuite et pour toute autre entreprise qui nous solliciterait, notamment vous qui êtes connectés aujourd'hui, nous aurons la possibilité de vous fournir quelques exemplaires papier. Vous aurez les liens pour pouvoir télécharger le guide, notamment pour les sols intérieurs, qui vous sera donné également dans le support de présentation que nous avons déroulé à l'instant. Donc, je vous propose, avant de conclure sur cette partie théorique, de rappeler quelques points essentiels pour l'assurabilité des ouvrages. C'est une question qui est récurrente et qui nous arrive souvent au niveau de l'Union. Pour quel type d'ouvrage je suis assuré? Est-ce que j'ai des démarches spécifiques à faire en fonction du type d'ouvrage que je réalise? Donc, pour rappel, pour ce qui relève de la technique courante, ce sont les ouvrages qui vous permettent d'être assurés automatiquement par les garanties de base de vos contrats d'assurance. Et vous avez à l'écran, en fait, ce qui est considéré comme technique courante et ce qui n'est pas considéré comme technique courante. Donc, quand vous êtes dans le cadre, par exemple, d'un ouvrage qui est réalisé suivant une norme DTU, suivant des règles professionnelles RAGE, suivant des règles professionnelles reconnues par la C2P, vous êtes assuré automatiquement en technique courante et vous n'avez pas de démarche spécifique à faire auprès de votre assureur. Mais tous les autres ouvrages qui ne relèvent pas de ces textes-là, par exemple des règles professionnelles qui n'auraient pas été acceptées par la C2P ou un ouvrage qui ne relève d'aucun texte, vous êtes en technique non courante. Et de ce fait, vous n'êtes pas automatiquement assuré. Il y a une étape intermédiaire à faire auprès de son assureur avant de réaliser l'ouvrage. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Vous avez quelques exemples qui vous sont affichés ensuite sur les ouvrages relevant de la technique courante ou de la technique non courante. Si on passe sur le slide suivant. Donc, les ouvrages qui relèvent de la technique courante, par exemple, vous avez la pose des carreaux grand format suivant le CPT 3666, puisqu'il a été reconnu en règle professionnelle, qui vous permet d'être assuré automatiquement. Pour ce qui relève de la technique non courante, par exemple, si vous posez des grands formats en extérieur, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de texte de mise en œuvre, vous ne pouvez pas être assuré automatiquement. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, le réflexe d'un entrepreneur, c'est d'analyser le rapport risque-bénéfice et de voir si ça vaut vraiment le coup de prendre le risque de réaliser un ouvrage qui ne sera pas assuré. Parce que vous le savez très bien, un sinistre non assuré peut coûter très très cher à une entreprise. Sinon, le deuxième réflexe, c'est de demander une préconisation spécifique au fabricant. Mais attention, le fait d'avoir une préconisation du fabricant ne vous permet pas d'être assuré automatiquement et ne vous permet pas de vous décharger de votre responsabilité décennale. Donc, il faut vraiment se rapprocher de son assureur, faire une demande d'extension de garantie qui peut plus ou moins entraîner une surprime, mais c'est indispensable, avant de démarrer les travaux, d'avoir fait cette démarche auprès de votre assureur. Donc, si vous voulez retenir une chose simple, les textes sont là pour vous permettre d'être assuré sans démarche particulière auprès de votre assureur, mais ils ne sont pas là pour interdire la mise en œuvre. Dès lors que vous sortez du cadre des différents textes qu'on vient de citer, il faut toujours avoir le réflexe de vous rapprocher de votre assureur pour être sûr que vous serez couvert pour les ouvrages que vous devez réaliser. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette partie théorique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster via le chat. On y reviendra au fil de la démonstration de Mathieu avec grand plaisir. Je propose donc maintenant qu'on passe à la partie pratique que vous attendez tous. Et Mathieu va rentrer en scène. Il va nous expliquer en détail comment réussir sa pose de carreaux grand format. Mathieu? Allons-y. Donc, en premier,
un petit remerciement à Bouba, hein, qui est en BP donc au CFA d'Artilly, qui va me prêter la main, voilà, et qui est donc à la Rodanienne. Qu'est-ce qui est important? Déjà, un minimum de matériel, c'est sûr. Donc, la chose la plus importante, c'est un support qui soit parfaitement plan. Donc, effectivement, des tables de découpe sont mieux adaptées. Bon, on peut se les fabriquer. Ce qui compte, c'est pas tellement qu'elles soient de niveau, mais qu'elles soient planes sur l'ensemble. Donc, la table primordiale. Une bonne règle, bien sûr. 2 ventouses minimum en double ventouse 80 kg. Donc, ça, ce sont des choses qu'on trouve assez facilement. Et puis, selon la configuration de chantier, on peut aussi avoir besoin d'un matériel un peu différent avec des systèmes de lève-plaques, de chariots qui vous permettent de sortir les éléments aussi bien d'une palette, de pouvoir les transporter à travers une maison ou de réaliser éventuellement une pose en sol une fois qu'on a posé les premiers carreaux. Au niveau du matériel, donc, vous allez trouver sur le marché plein de marques, notamment les plus grandes, les plus connues, donc Techno-Reunit, Raymondi, vous avez Ruby bien sûr, et puis vous avez Sigma, d'autres gens existent. Donc on va surtout parler des éléments qu'ils fabriquent. Tous à leur manière font à peu près les mêmes, avec des utilisations et des conceptions un peu différentes. Mais le procédé reste le même, quoi qu'il en soit. Donc, le premier cas de figure, effectivement, on a une livraison de chantier, on est un petit peu écarté, on est un peu loin de la maison. Donc, un lève-plaque peut être utile pour vous permettre de sortir les éléments, les ramener au moins à l'intérieur, ou venir les poser sur un chariot qui vous permettra de les amener au plus près du chantier. Comment ça fonctionne? On va vous faire une petite démonstration avec Bouba. Donc, vous avez un système, bon, effectivement, les chariots à roues directionnelles, c'est vraiment le plus conseillé parce que c'est le plus pratique pour vous, donc bien penser à bloquer les roues. Voilà, comme ça vous avez un support stable. Donc, prendre un chariot, il faut toujours penser au sens dans lequel on va le poser, donc ne pas trop s'inverser les bras, bien se mettre tout de suite dans le bon sens de la pose, au sol. Donc, on va sortir. Ici, on l'a mis dans la longueur maximale. Bien sûr, vous pouvez. Ils sont tous les lève-plaques sont adaptables en fonction de ce que vous avez à faire. Et si vous devez les utiliser pour une pose murale, vous pouvez régler aussi les emplacements pour bien vous mettre juste 5 mm après le carreau pour pouvoir aller au mur. Alors ici, au niveau du sol, une fois qu'on a positionné un élément comme ça, alors évidemment, des ventouses à base manomètre vous donneront plus de sécurité pour voir effectivement votre prise. Ici, nous avons 6 ventouses. Je vais vous demander un petit peu d'aide pour venir les amorcer. N'oubliez pas qu'une ventouse a besoin d'être aidée. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de poids dessus pour que son amorce soit meilleure et que vous ayez plus d'assurance sur le résultat de portage et de levée. Voilà. Ici, on peut vérifier que tout est en ordre. 4 ventouses suffisent. 6 nous assure plus de sécurité. Donc, avant de transporter, on s'assure qu'on a libéré sa table. Je vais demander à Fabien s'il veut bien m'aider pour déplacer la règle de coupe et la mettre en 3/4 pour pas que les ventouses soient au sol. Voilà. Donc la première étape, admettons, on sort d'une caisse, vous voyez, ça va être comme ceci, il va falloir aller le poser sur un chariot pour le transporter. Donc on va aller se mettre en place. Donc c'est un peu lourd, on ne va pas se le cacher. C'est une histoire de manipulation et d'habitude à prendre. Donc la première étape, on va relever, on va pouvoir poser grâce aux pieds l'ensemble et se mettre dans une meilleure position pour venir accrocher l'élément. Donc là, du coup, moi je change de main pour être plus à l'aise. Et donc, on va pouvoir venir accrocher le carreau ici. Donc ça va nous permettre effectivement, en débloquant les roues, de le transporter. Ça va aussi nous permettre éventuellement sur une pose de sol, encore une fois, les premiers carreaux posés, parce qu'on ne peut pas aller dans les angles à cause de ces éléments-là, mais de pouvoir avoir quelque chose qui nous permette d'encoller le carreau, alors toujours dans le même sens, dans ce sens-là ou dans l'autre sens, et qui va pouvoir vous permettre à 2 personnes de venir le positionner. Alors pour les poses de sol, on ne va pas se mentir, être 3 personnes c'est mieux, voire 4. Pour les murs, c'est vrai qu'on peut arriver à travailler à 2. Donc cet outillage va vous servir pour des contraintes, pour des choses qui sont un peu plus contraignantes. Il peut bien sûr vous servir aussi pour aller jusqu'à la table et poser le carreau sur la table, puisqu'avec les 6 ventouses, on n'a aucun risque de mouvement. On va reposer le carreau pour voir une autre solution qui est plus classique. Alors, toujours dans le bon sens. Toujours décoller le bas. Voilà. Et donc, ça va, tu es sur tes bonnes mains?
Alors, on a quelque chose qui pèse autour de 30-35 kg, plus le carreau qui fait 13 kg du mètre carré en 6 mm. Donc forcément, on a quand même quelque chose d'assez lourd. Donc vous imaginez bien que quand il faut faire une pose de sol, avec la colle en plus, on commence à avoir quelque chose de très lourd. C'est pour ça qu'il vaut mieux être plusieurs. Voilà. On va pouvoir relever les choses, se remettre au sol, dans notre cas de figure. Et là, on se rend compte quand même, je fais ce petit mouvement, qu'on a quand même quelque chose qui est assez souple, et que les carreaux en épaisseur de 6 nous pardonnent plus de choses que ce qu'on peut imaginer. Qu'ils fassent 100 par 100, 120, 200, ou comme dans ce cas-là, 100 par 300. Donc on va déventouser, on va désamorcer les pompes. Donc on est un peu dans un cas de figure de grand chantier quand même quand on a du matériel et qu'on vient jusque-là. Voilà. Mais notre vrai quotidien, entrepreneur, chantier, qu'est-ce que c'est? Le chantier de la Grande Dalle, c'est une esthétique différente, c'est faire des réalisations sans joint, donc c'est surtout demandé pour faire des espaces de douche ou des choses de ce type-là. Donc souvent, pour l'entreprise, c'est des fois que 2, 3, 4 plaques à poser, un ensemble à concevoir. Ça peut être en appartement, en étage, donc on conçoit tout de suite que du matériel comme ça ne va pas être adapté. Et là, aujourd'hui, pour arriver donc à faire cette manipulation, il faut donc connaître la manipulation simple de base, qui du coup représente moins de poids, puisqu'on va travailler simplement avec 2 ventouses, et c'est plutôt la façon dont on va faire les choses qui va être importante. Donc, voilà. Donc on va relever simplement, alors on peut être dans la caisse, on a pu amener les carreaux dans la maison, ou dans l'appartement, on va relever notre carreau. Donc, encore une fois, une ventouse, il faut l'aider pour être sûr qu'elle soit bien prise. S'assurer que le carreau soit propre, bien sûr. Je vous apprends rien. Là, on est bien. Ça va pour toi aussi? Donc, pour relever une dalle, sans risquer de la faire fléchir et de la casser, il faut se positionner en 3/4. C'est-à-dire qu'on va lever légèrement le carreau sur un coin pour venir se libérer une main et venir se mettre en position avancée. De cette manière-là, on va pouvoir, en se suivant bien, donc c'est vrai qu'il faut vraiment bien se coordonner à 2, on va pouvoir éviter de casser le carreau. Je parlais de flexion tout à l'heure. Voilà, sur 3 mètres, 5-6 cm au point central avant que le carreau casse. Ça nous pardonne plus de choses que ce qu'on croit. On va aller se positionner sur la table, donc tranquillement, toujours une main en garantie plus la ventouse, parce que si la ventouse arrivait à lâcher, c'est pour ça que des ventouses doubles avec des portées de 80 kg sont quand même plus assurantes, ou alors de la ventouse à manomètre. Voilà. C'est une technique, en fait, qui est un peu marbrière, finalement. Donc, on va plutôt amener le produit à la table, on ne va pas essayer de porter le produit sur la table. Donc ici, on est venu en appui. Bien sûr, au sol, on a mis des protections pour éviter de débrécher le carreau, pour éviter le contact. Donc, pour se faciliter la tâche, on va baisser un peu les ventouses, parce que là, on était sur un niveau de hauteur qui ne va pas beaucoup nous aider. Il vaut mieux perdre un tout petit peu de temps et faire dans le méthodique, parce qu'à la fin, c'est vous qui le retrouverez. Donc ici, nous allons donc rester collés. Donc ça va crisser un petit peu sur la table, plutôt pour faire basculer le carreau. Et l'amener. Voilà. Une fois qu'il est basculé dessus, vous pouvez le faire ripper. Et là, on n'a aucun risque de casser le carreau. Et quand je parle de souplesse, voilà. En fait, en dessous de 7-8 mm, et en fonction de la taille, lorsqu'on descend à 6, voire 6,5, la céramique prend une flexibilité qui est beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Et donc, elle est très intéressante pour notamment les poses déformantes, y compris dans le cadre des poses de sol pour les carreaux d'1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 20, puisqu'ils auront une déformabilité aussi sympathique que celle de la colle. Donc, on va procéder à la première coupe classique sur un carreau de ce format-là. En général, on coupe d'abord la hauteur sur un chantier. Donc, on va couper la hauteur du carreau. On va ramener la règle sur la table. Donc, sur les règles, vous avez plusieurs modèles. Ici, c'est une règle assez pro, que vous allez trouver chez plusieurs fabricants. Il y a des règles aussi plus légères, moins coûteuses,
pour des chantiers plus occasionnels qui fonctionnent très bien chez Ruby, chez Techno-Reunit et chez d'autres gens. Bon, ici on a pris ce modèle-là, pourquoi? Parce que ça fait partie de ces typologies de règles où vous allez pouvoir vous aussi dessus ajouter des accessoires. Donc, étant donné qu'on coupe la tête, que ces règles sont un peu lourdes, naturellement, eh ben, facilitons-nous le travail. Donc tu tires dessus s'il te plaît, on va défaire une moitié de règle, et puis on va la positionner au sol, et on va faire notre tracé. Donc nous sommes partis sur l'idée de faire à 2,45 m, donc nous ramenons la dalle de 3 mètres à 2,45 m. Donc on va déjà noter notre coupe, jusque là, rien d'exceptionnel. Voilà. Voilà. Donc nous allons positionner notre règle pour faire le tracé de coupe. Voilà. Donc de manière assez générale, pour votre positionnement, au démarrage, mettez-vous à peu près à 1 cm de votre trait. Ça correspond assez souvent au décalage qu'on a sur la molette. Après, vous venez vous régler sur un côté. Vous allez pouvoir ventouser une première fois, avec ce type de règle, bien sûr. Vous allez pouvoir du coup vérifier si vous êtes toujours assez bien. Voilà. Je ventouse une deuxième fois, je vérifie et j'ai bougé. Vous voyez, donc toujours, n'hésitez pas à vérifier au moins 2 fois. Voilà, on y est. Donc, je suis un peu loin. Je vais m'aider. J'ai des ventouses. Donc vous voyez comme quoi il faut toujours bien. Voilà, je me rapproche quand même un peu pour que ce soit plus simple. Alors la technique de couple, c'est ce qu'on appelle une amorce. C'est-à-dire que vous allez, une première fois, faire un premier trait de coupe. N'ayez pas peur, le carreau est positionné sur une table qui est bien de niveau et qui est rigide. Mettez un peu de pression, mettez de la force dans votre mouvement. Vous allez amorcer une première coupe à l'arrière. On entend bien crisser le carreau, on voit très nettement le trait de coupe. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et donc du coup, là c'est assez important, je vais vous le redire tout à l'heure sur la longueur, il y a un geste à oublier qui est celui du coupe-carreau traditionnel où naturellement on a tendance à vouloir faire les choses et laisser filer le bras. Celui-ci, il faut l'oublier parce qu'on a besoin de maintenir la pression. N'oubliez pas que le coupe-carreau, c'est vous finalement, puisque c'est vous qui infligez la pression sur le produit. Donc il faut rester bien de face et plutôt travailler en pas chassé, en maintenant fortement la pression de manière à bien faire votre trait de coupe. Donc je repars du début. Et donc vous voyez, je vais rester vraiment en appui en mettant quand même pas mal de force sur la découpe. Donc mon trait est bien apparent. Alors nul n'est parfait, on espère que ça va se passer à peu près comme on l'a prévu, mais normalement, en faisant comme ça devrait aller. Donc là, ici, la difficulté maintenant, c'est qu'il va falloir sortir le carreau de la table pour amorcer la découpe, pour faire en sorte qu'on puisse l'ouvrir. Donc, encore une fois, on a des outils, donc on ventouse. Ou bas, si tu peux juste m'assurer du moment où on part de la table, où on sort vraiment de la table. On est bien sorti là, on est pas mal. Donc toi, tu vas juste rester en soutien là. Jamais la main après le trait de coupe. Si le carreau partait, le retour pourrait vous blesser. Donc toujours après le trait de coupe, très important. Tu vas te mettre là en soutien, au cas où le carreau parte trop vite. Tu n'as pas à bouger, juste à le maintenir. Donc ce type de pince que je vous conseille, que vous allez trouver aussi, comme je vous disais, chez plusieurs partenaires, hein, c'est pas le souci, hein, quelle que soit la marque, elles font le même travail. Ce type de pinces sont des pinces qu'on va appeler de catégorie troncatrice qui vous permettent d'ouvrir en fait le travail de coupe que vous avez fait. Donc, le fait d'assurer le système va vous permettre normalement de bien réaliser la coupe. Donc, on vient juste en pression, juste la positionner, et tout doucement, on va écouter si le carreau veut bien s'ouvrir, tout simplement. Vous l'avez entendu, je pense, comme moi. Donc, attention, il risque de partir d'un seul coup. Donc les mains sont bien en arrière, toi simplement tu fais le geste de recul pour bien l'attraper. Donc vous voyez en fait, on ne cherche pas à tout ouvrir d'un coup, on fait l'amorce de chaque côté. D'où l'importance de bien noter le carreau des deux côtés.
Voilà, je vais dévisser. Donc la première coupe est réalisée. Donc vous voyez, de préférence, bien sûr, coupons d'abord la hauteur. Ça nous fera moins de choses à faire après, hein, forcément. Donc après, en fonction de l'état de votre coupe, vous avez pas mal de matériel qui va vous permettre soit de poncer, d'arranger, de modifier un petit peu votre coupe pour être sûr qu'elle soit parfaite. On en parlera tout à l'heure. Mais déjà, pour votre propre sécurité, dès que vous avez fait une coupe, pour vos mains, juste pensez bien à mettre un petit coup d'éponge, hein, d'éponge diamantée, de manière à déjà minimiser les risques de manipulation. Ce carreau-là, nous avions décidé de le couper à 90 dans l'autre sens, et le prochain, nous couperons que la tête. Donc nous allons faire la deuxième coupe à 90 de large. Donc on va ramener notre carreau, on va remettre aussi notre règle dans le bon sens. Encore une fois, il ne faut pas trop courir, il faut juste être plutôt dans l'organisation. Donc si tu veux utiliser une ventouse pour un carreau. Donc sur la largeur, on est toujours à peu près sûr d'être obligé de déborder un peu de la table, mais on est quand même bien porté dans l'ensemble. Sur la hauteur du carreau, on va par contre s'assurer que le carreau soit parfaitement, à l'endroit où on fait la coupe, positionné sur une lame. Très important pour être sûr qu'on n'ait pas de fractionnement du carreau pendant la coupe. On va donc remonter notre règle. Impeccable. Donc oui, hein, on ne peut pas travailler seul. Hein. Sur des grands formats, c'est pas possible. Hein. Enfin, je dis pas, rien n'est impossible, mais on prend beaucoup plus de risques de se blesser et d'arriver à faire les choses convenablement. Voilà. Donc, on est parti du principe qu'on ramenait la dalle à 90. Donc, on a enlevé 10 cm sur celle-ci, puisque c'est un carreau de 100. Donc, de la même façon, on va tracer sa cote. Hein. Donc là, je constate que du coup, je ne suis pas tout à fait sur l'emplacement dur de la table. Donc, je vais me positionner pour être bien à l'aise. Voilà, mon trait est au milieu de la lame. De la même façon, si tu peux ramener le trait bien au milieu de la lame, on fera un meilleur travail. Impec. Après, même technique. Donc, voilà, je te laisse enlever voilà, les éléments, on va les passer derrière, on va ramener notre règle de coupe, s'assurer que sur les extrémités, on ait bien une ventouse qui nous arrange, toujours à peu près à 1 cm du trait, voilà, puis on vérifie. Hein. Voilà, moi ici, je suis pas mal, ici, on est presque parfait, on va mettre une ventouse pour bloquer la règle, s'assurer qu'on est bien ici, on est bien, et donc du coup, je pérennise la tenue de la coupe en mettant toutes les ventouses sur toute la longueur de la règle. La technique est la même. Donc, je fais une amorce bien marquée. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est souvent, on a un peu peur de casser le carreau, mais comme il est bien assis sur la table, il n'y a aucun risque. De chaque côté, ce qui vous permet d'être sûr de terminer votre coupe normalement. Cette technique, vous avez pu rencontrer aussi parfois, parce que moi j'ai des appels d'entreprises sur des carreaux de 60-120 qui ont peut-être un petit trop de cuisson ou des choses comme ça, et qui partent très très mal au coupe-carreau. Même avec votre coupe-carreau, vous pouvez faire la même technique, et à ce moment-là, il faut sortir le carreau du coupe-carreau et l'ouvrir avec la pince comme je l'ai fait là, même sur un carreau beaucoup plus petit. Ça répond, ça permet aussi d'éviter des problèmes sur des surcuissons, sur des choses comme ça. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ne pas chasser, hein, c'est un peu... voilà. Je réitère l'importance de ça, parce qu'autrement, vous lâchez la pression et votre trait de coupe peut s'affiner et votre coupe ne pas être réalisée comme vous le désiriez. Donc, vous voyez, je mets du poids, j'ai un peu de chance. Voilà, et je retrouve mon trait de démarrage. Je vais donc repousser. Attention, il y a des très bonnes ventouses sur la plupart des règles de coupe, mais ce ne sont pas
des éléments de pause. Hein. Les règles de coupe, les ventouses qui sont dessus sont là pour vous permettre de stabiliser la règle. Ne les utilisez pas en vous disant que vous pouvez prendre les carreaux et les mettre au mur avec. Ce n'est pas conseillé. Il vaut mieux réutiliser d'autres ventouses. Donc là, comme tout à l'heure, il va falloir encore une fois sortir le carreau de la table pour pouvoir faire l'opération qu'on a fait ici. Très important, bien 4-5 cm au moins. Voilà. On va réutiliser notre voilà, cette fameuse pince, donc cette typologie de pince qui vous permet d'assurer le démarrage. Donc c'est un petit peu de la souplesse, c'est-à-dire que il ne s'agit pas justement, je répète, d'avoir un geste fort. Il s'agit juste d'écouter si, en pressant doucement la pince, on ouvre bien le carreau. Vous avez peut-être entendu comme moi, ça crisse un petit peu. C'est bien. Voilà, quelqu'un en sécurité, c'est bien aussi. Il existe des accessoires sur les tables pour aussi vous permettre de retenir les choses. Hein. Voilà, pour moi, le carreau est ouvert. Je vois la fissuration dans le démarrage. Je ne vais pas plus loin. Je ne cherche pas à aller très vite. Une deuxième pince qui, là, est assez bien adaptée. Pourquoi? Parce qu'elle a un petit réglage sur le bord, là, avec une petite vis, qui vous permet d'éviter d'aller trop loin et de casser votre carreau en voulant trop le serrer. Ça veut dire qu'on va venir serrer son carreau, on va desserrer sa vis qui est là, et puis on va la revisser. On se demande toujours à quoi elle sert. Elle vous permet d'éviter de trop serrer et de briser le carreau, tout simplement. Et là, vous êtes en sécurité. Ces petites pinces-là peuvent vous servir pour d'autres choses. Alors moi, je suis plutôt droitier, je vais plutôt partir de là. On a ouvert des deux côtés. Et là, tout doucement, donc tous les 3, 4, 5 cm, selon le carreau, selon la profondeur de coupe que vous avez, on va ouvrir doucement le carreau. Vous avez vu, c'est le même geste que la petite pince perroquet pour faire le grignotage. C'est un geste très souple, très simple, pas fort, pas violent. Très, tout en douceur. Et si on voit que ça ne s'ouvre pas, on recule un peu. Et on revient. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On va changer de place parce que parfois, des fois, quand on arrive jusqu'à la moitié, d'un seul coup, le carreau part d'un coup. Donc, méfions-nous et ne prenons pas de risques. Et voilà. Donc, bien souvent, quand on a passé la moitié, vous avez la coupe qui sort d'elle-même. Évidemment, quand il faut enlever, je dirais que jusqu'à 10, 12, 15 mm, cette technique marche très très bien, il n'y a aucun souci. Lorsque vous êtes sur des coupes en dessous, de type 10, 8, et qu'il faut vraiment enlever juste ça sur le bord du carreau, c'est complexe parce que vous allez pouvoir le rayer, mais ça va partir un petit bout. Alors, d'une part, merci. D'une part, on va éviter de se faire mal. D'une part, vous allez avoir, pensez bien à des outils de ce type-là, c'est-à-dire des disques qui sont plus de nature coupe-éponce, donc qui sont moins agressives. Ici, c'est un modèle de chez Ruby. Vous allez pouvoir déjà modifier ou rectifier si vous avez des petites ébréchures sans risquer, du coup, d'ébrécher votre carreau. Ça, c'est assez fin pour pas trop ébrécher le carreau. Donc, c'est très important. Et puis, vous avez après avoir des petites machines, par exemple, alors, soit des machines qui vont venir se mettre selon la marque de la règle, hein, bien sûr, sur le rail de la règle, que vous allez pouvoir positionner pris dans le système de rail à la place du coupe-carreau. Donc vous allez pouvoir ventouser votre coupe, la régler et descendre votre carreau à 5 mm du bord. Voilà. Vous avez des choses qui vous permettent de faire ça et des 45, mais là on est plus dans la finition. Vous avez bien sûr autrement le fait de le faire à la disqueuse, mais attention, amorcez d'abord avec un disque qui soit en jante continue, pour éviter trop débrécher, hein, c'est mieux. Et puis n'essayez pas de faire toute l'épaisseur d'un coup, faites-le par étapes pour ne pas trop surchauffer le carreau. Autrement, vous avez des outils de ce type-là qui sont assez intéressants, vous voyez, qui se mettent sur une règle aussi avec des petites ventouses. Ici, c'est la TC125 aussi de chez Ruby, qui est un outil qui va pouvoir vous permettre aussi de couper à 3 mm, à 2 mm, de descendre votre lame à mesure, qui s'utilise de droit à 45. Et celle-ci, elle a la particularité en plus pour les carreaux un peu retors, d'être possible à utiliser à l'eau. Et c'est un produit qui, franchement, alors on va pas très très vite avec, c'est clair, mais c'est un produit qui fait une coupe aussi très très nette et parfaite. Et qui peut vous sortir de situations compliquées. Je parlais encore tout à l'heure des situations de carreaux trop tendus.
Moi, j'ai déjà eu une entreprise qui s'est sortie de ça parce que le coupe-carreau, tous les carreaux partaient cassés. Alors du coup, on est passé sur quelque chose. Alors là, c'était sur quelque chose qui se mettait sur la règle. Et il a pu faire son chantier en coupant mécaniquement parce qu'il avait l'outil qui allait bien. Globalement, en 6 mm, 6 mm 5, c'est vrai que normalement, une bonne règle, un bon trait de coupe, ça se passe très bien. Donc on a notre premier carreau. On va récupérer le chariot, si c'est possible de nous enlever les ventouses et puis de nous ramener le chariot par là. On va le positionner là. Donc nous, on va enlever notre règle. Pendant ce temps-là, comme ça, Fabien a commencé à nous préparer le terrain, parce que Fabien, c'est un peu notre expert de la pose, là, aujourd'hui avec moi, là, puisqu'il connaît parfaitement sa gamme. C'est aussi un carreleur de métier. Et il est particulièrement attentif à tout ce qui est normes techniques. Voilà. Donc, on va réserver notre carreau ici. Donc, vous voyez, les chariots sont à peu près faits de manière à, logiquement, vous permettre de stocker une dalle. Pensez bien à les bloquer pour ne pas vous faire surprendre et partir avec, parce que ça peut être délicat. Voilà. Ici, celui-ci est équipé de 2 petits étons en bas qui nous permettent d'y arriver. Donc, on pensera bien à la pose que notre coupe est en bas, parce qu'on la mettra à l'extérieur. Donc, de la même manière, cette fois-ci, on va redescendre. Donc, mais on va redescendre comme on est monté. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à lever notre carreau de la table. On va le faire descendre. On va le faire glisser. Rester dessus. Ça va? Table ventouse se tient bien. Allez. Et on va chercher le point de bascule. Voilà, on y est. On le fait descendre tranquillement. On le retient. Étant donné qu'on est contre la table tout le long, le carreau n'a aucun risque de casser. Très important. Ok, on va continuer. On va aller le mettre sur ce petit chariot. D'ailleurs, on va le mettre dans le bon sens, ça nous ira mieux. Bon, après. Voilà, j'ai laissé le gros bloqué. C'est pour ça. Voilà. Et on va venir le glisser ici. Donc effectivement, quand vous avez un chantier éloigné, ces chariots-là sont faits pour être sur un passage de porte standard. C'est-à-dire que si vous avez 30 mètres à traverser dans une maison, vous pouvez poser 2-3 carreaux et vous passerez dans une porte, pas une 73, mais une 80 classique, oui. Voilà, 2 petits appuis, le carreau est en place. Voilà, on peut aller chercher l'autre. Après. Donc là, on va couper simplement, donc on va le ramener sur la même hauteur. Comme ça, on a un cas de figure, par exemple, avec une douche, un fond de douche où on avait 1,90 m de large. Bon, avec le retour, éventuellement en verre. On va reprendre donc celle-ci. De la même façon. Alors, on se décale un tout petit peu en faisant attention. Faites bien attention si c'est des carreaux polis, à bien vérifier qu'ils aient bien des éléments entre eux. Ou si vous sentez que c'est un peu juste, par contre, peut-être mettez-vous à 3 pour, en le décalant, légèrement lever le carreau, mais de manière régulière pour éviter la rayure, grès contre grès. Toujours délicat, ça. Donc, de la même façon, on se positionne, on pose une main. Par contre, on vient en 3/4, toujours, parce qu'autrement, on va mettre trop de flèches sur le carreau. Voilà. Et on retourne à notre table. C'est bon? Allez. Donc toujours pensez bien au sol, à mettre quelque chose pour éviter que forcément ça s'entrechoque sur la céramique. Le grès, c'est dur, ça casse facilement. On descend un petit peu pour se donner plus de force, très bien. Et on y va. Alors, toujours en appui sur la table. C'est un peu bruyant, mais au moins... Donc là, on va le tirer un petit peu vers l'avant, puisqu'on sait qu'on n'a que le haut à couper. Et on va tracer notre côte. Voilà, si vous avez réglé votre table bien plan, vous pouvez le bouger, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de mouvement possible. On vérifie, je crois qu'on avait dit le 45, c'est exactement ça, on y va.
fait, la tête à couper, souvent, ce qu'on se demande, bon, c'est qu'est-ce que je fais si j'ai la moitié du carreau à couper? Effectivement, coupe de côté, coupe de tête, bon, vous avez vu de tête, rien que le poids du carreau lui-même fait que la coupe vient assez bien. Donc par contre, c'est vrai que si on se retrouve avec une coupe centrale complète à faire comme ça, bon, il vaut mieux être 3 à ce moment-là, hein, parce que vous allez amorcer des deux côtés, vous allez sortir le carreau de la table, donc le fait même du poids de la dalle, dès que vous allez faire les amorces d'ouverture, il est possible que le carreau vienne d'un coup, malgré vous. Donc prévoyez quand même d'être, si vous avez des coupes comme ça un petit peu délicates, d'avoir une personne quand même en appoint, en sécurité pour les faire. On va repartager notre règle en deux. Parce que c'est pas la peine de se faire... C'est déjà du matériel un peu lourd, donc inutile de se faire plus mal que ce qu'on a besoin. Et on y va. Le coupe est vers toi, très bien. Toujours notre centimètre avant notre trait. On est pas mal ici. Vas-y, avance un peu, on est un peu loin là. Mets-toi voilà, autour de 10 mm. Voilà, comme ça on aura moins de mouvement. J'assure ici. Alors, on va bouger un peu comme ça. Là, ça serait bien. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, pensez bien à amorcer les deux côtés. Vous allez voir peut-être des vidéos, hein, il y a pas mal de choses où les gens font tout d'un coup. Ça vous donne plus de garantie. Parce que, étant donné que vous séparez avec la pince troncatrice de départ, bah vous êtes sûr que vous avez parfaitement amorcé jusqu'au bout votre coupe. Allez. De la pression, je le répète, maintenez la pression à la coupe. C'est vraiment important. Parce que si votre trait vous paraît... Parce que c'est pas toujours forcément une très bonne idée de repasser une deuxième fois dessus. Alors bon, si vraiment on a un trait qui n'a pas été marqué, il faudra l'essayer. Mais vous risquez d'avoir une coupe où il faudra peut-être la reprendre avec un coupe-éponce ou des choses comme ça pour une meilleure finition. Si vous mettez la bonne pression dès le démarrage, normalement la coupe vient assez bien. Vous l'aurez compris, j'en ai pas encore parlé, mais les techniques qu'on utilise ici sont celles du verre. C'est les techniques du verre, c'est-à-dire que vous avez un matériau avec une compacité parfaite, qui est faite avec feldspath, de la silice, des argiles. C'est pas la même constitution, mais le grain et la finesse interne d'un grès cérame aujourd'hui est presque aussi dense et presque aussi fin et continu que le verre. Ce qui fait que du coup, les techniques sont proches de celles du verre. Ce qui n'est pas du tout vrai dès que vous passez à 8-9 mm. On est vraiment dans cette capacité-là parce qu'on est sur ces épaisseurs-là. Et donc, attention, ça coupe comme du verre aussi. D'où les précautions, ne mettez pas votre main avant, mettez la main après la coupe, enfin, des petites choses comme ça qui, quand on manipule des pièces assez grandes, il y a plus de risques. Il faut juste bien se préparer, il ne faut pas courir. Voilà. Bon, ben, la phase des coupes, c'est plutôt bien passé. On va passer à la phase de l'encollage et on va faire... Merci Mouva. Hein. Je vais encore avant de toi, on va passer pour la mise en place. Donc 2-3 petites règles de rappel. Bien sûr, un carreau ne doit pas toucher son support directement pour éviter une compression, de la même manière qu'on laisse des dilatations sur un sol. Il ne doit pas non plus toucher le plafond, donc laissez bien 2-3 mm, 2-3 mm en haut, 2-3 mm en bas, pour deux raisons. D'une, c'est ce qu'il faut faire, hein, pour être sûr d'avoir un peu de dilatation, et de deux, il va falloir le poser, ce carreau. Donc, il faut quand même vous laisser une petite marge de manœuvre. Il vaut mieux faire accepter un joint acrylique en plafond, un joint silicone en bas, et vous arrivez à faire les choses, parce qu'on évite quand même entre 3 et 10 joints lorsqu'on pose un panneau comme ça par rapport à un carrelage classique. Donc on peut en accepter un en haut et un en bas, je pense. On va attaquer pour ici, donc la manipulation. Donc,
Vous, dans vos cas de figure les plus fréquents, c'est des douches et des éléments comme ça. Donc pensez bien quand même, avant de faire un chantier XXL, de maîtriser, de vérifier, quitte à prendre des codes, se mettre à deux et faire en sorte que le chantier soit faisable. De manière à ne pas vous retrouver aussi dans un cas de figure où vous êtes à l'étage et vous n'arrivez pas à amener les dalles. Quand vous êtes dans une salle de bain, la question qui se pose assez souvent, c'est mais comment je vais me redresser dans la salle de bain sans percer le plafond? Bah oui, puisqu'on a des carreaux, bien souvent, les clients vont vous demander de les mettre toute hauteur. Donc, on va déjà venir le poser avant de le redresser. Forcément, dans la pièce, comment je fais? Alors bon, il y a qu'un seul geste qui n'est pas très agréable et qui fait cambrer le dos. Mais alors, on va déjà venir le poser sur les deux éléments-là, mais qui est le geste à avoir, quoi. Donc, éventuellement, peut-être être deux à ce moment-là. Donc, on va déjà amener la dalle au sol, sur les deux bouts de placo qui sont là, c'est très bien. Je vais venir là volontairement. On va redresser notre dalle. Mais comment? Alors, attends, juste une seconde. Comme on n'a besoin que d'une ventouse, je vais à peu près de manière assez centrale en positionner déjà une, ce sera plus simple pour après. Comme ça. Les ventouses vont vous faire un point d'appui central. Et forcément, c'est lourd, on rajoute de la colle. Plus vous en collerez près de votre support, mieux ce sera pour vous, moins ce sera fatigant. Vous pouvez, comme je vous le disais, le faire sur le chariot de transport. Vous pouvez retourner le carreau, le faire sur la table, mais bon, du coup, les ventouses pour l'attraper, c'est compliqué. Si vous vous approchez le plus proche possible de la surface, vous ferez moins mal. On relève le carreau, droit, on le lève. Vas-y, à plus. Voilà. Ok. On va se mettre à peu près au même niveau comme ça. Et on va donc essayer de, plutôt par là, voilà, ventouser. Vas-y. Voilà. Bon, là j'ai relevé droit, on a 7 mètres sous plafond, tout va bien. Bon, c'est pas forcément comme ça que ça se passe dans la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on relève, on peut être amené à plutôt, justement, rapport à ce problème de douche. Vous allez peut-être, une fois que vous êtes rentré dans la pièce, être obligé de venir vous cambrer avec la dalle sur vous, comme ceci, et relever après, une fois que vous êtes face au mur, votre dalle, de manière à éviter d'être obligé de refaire le plafond. Tout simplement. Donc là, parfois, c'est mieux d'être deux. Bon, moi, j'ai l'habitude du geste, parce que comme ça, quand on est bien réglé, voilà. Mais vous risquez de vous retrouver comme ça. On va venir poser donc la dalle à côté de sa surface de pose, juste là, sur le placo. Voilà. On a laissé les ventouses à l'arrière. Pourquoi? Pour chercher un point d'appui central. Donc en haut, je touche. Au milieu, je touche. J'écarte un peu, je trouve mon point d'équilibre. Voilà. La ventouse au centre, vous voyez, rigidifie bien le carreau. On va pouvoir l'encoller sans qu'il ne se passe rien du tout. À nous. Et Fabien va donc nous montrer comment. Donc Fabien nous a fait une préparation sur hier, donc il y a eu un primaire, c'est ça. Nous avons derrière, tu as fait une partie en étanchéité, donc pour montrer un peu tous les cas de figure. Et donc une chose très importante, bien effectivement, donc l'épaisseur de la colle c'est très important. Un vrai double encollage, c'est-à-dire que c'est pas un double encollage beurrage, hein, c'est un vrai double encollage. Donc on va encoller le mur avec un minimum demandé en totalité entre 10 et 12 mm de colle. Nadège, tu me corriges si je me trompe, mais c'est à peu près ça. Avec donc on va dire, soit vous faites 6 et 6, soit vous faites 8 et 4, mais il faut 12 mm en tout. Hein, il faut 12 mm. Les carreaux sont souples, on utilise forcément des colles de type C2, S2, c'est mieux, voilà, ça nous donne plus de souplesse, mais si on ne met pas d'épaisseur de colle, la colle, elle ne peut pas être souple. Il ne faut pas oublier que si on tire la colle très fin,
Si on ne peut pas demander à une colle qui est capable de se dilater de 4 à 5 mm de le faire si on ne lui donne pas d'épaisseur. Elle n'a pas son épaisseur pour se dilater. Donc il faut de l'épaisseur de colle dans les deux cas. Et ce n'est pas un beurrage du carreau, mais c'est bien un encollage du carreau. Donc, vous allez pouvoir observer que pour éviter le phénomène de la flaque d'air, on va tirer les stries de colle dans le même sens et non pas croiser, c'est-à-dire que le mouvement traditionnel justement de bien croiser l'ensemble des stries est complètement à proscrire dans la pose des grandes dalles. Et j'ai envie de vous dire, même à partir de 100 par 100, pour vous tranquilliser, parce que lorsque vous en collez dans le même sens, vous permettez, vu que c'est des grands formats, à l'air de s'évacuer plus facilement au moment où vous allez, on va dire, battre le carreau. Alors que jusqu'à 60-60, 70-70, le problème ne se pose absolument pas. Hein. C'est vraiment sur ces formats-là. Autre chose qui est important à observer, avant la pose de votre carreau, vous avez aujourd'hui, ces carreaux sont obtenus par laminage, donc les carreaux classiques sur les formats, on va dire qu'on connaît plus, sont obtenus par presse. Le laminage, c'est des systèmes de rouleaux où en fait le carreau sort de la production comme une pâte à crêpes. Pour éviter que ça colle et que ce soit possible en usine, si vous voulez, pour arriver à faire cette production-là, parfois on trouve quelques laitances au dos du carreau qu'on ne va peut-être pas forcément trouver sur les autres carreaux. Si vous avez un carreau sans laitance, c'est très bien. Si vous trouvez qu'il y a trop de parties blanchâtres, bon là on a un carreau qui a une structure assez rugueuse et qui n'a pas de laitance, donc c'est parfait. Mais sachez que vous allez pouvoir trouver des produits, alors notamment chez Fila, des nettoyants ciment frais ou des choses comme ça, qui sont des produits en fait super pour grignoter ce bout de laitance et vous favoriser l'accroche du carreau. Donc, si vous voyez qu'un carreau a trop d'effet et que vous avez l'impression que la colle adhère mal derrière, n'oubliez pas de mettre un petit coup de produit. Ça a été vraiment conçu pour, c'est très bien. Voilà. J'en parle parce qu'on n'est pas tous au courant de tous ces produits-là, mais c'est vrai que c'est pas mal. Bon, on va aider notre ami, on va en coller l'arrière du carreau. Que penses-tu? Parce que, hein, toujours la face qui est un peu longue, ça. T'es à combien? Allez, on va commencer à te beurrer l'arrière du carreau, comme ça, toi, tu peux. Bon, je te récupère celle-ci, du coup. Bon. Je te laisse attaquer ça, le beurrage. Tu lui fais un beurrage un peu épais, comme il a fait là. Du bas, t'inquiète pas, le carreau, il partira pas, là. Il est juste en dévers. Je vais récupérer juste un élément qui nous manque, qui est là. Donc les carreaux, c'est une chose, le sens de colle, c'est une chose, un vrai doublon collage, c'est une chose. Après, sur les outils de mise en place importants, il faut des battes spécifiques qui sont plus grandes que ce que vous avez l'habitude de voir, qui sont ce qu'on appelle des battes lourdes, qui sont désaxées et qui vous permettent d'avoir une pression naturelle, rien qu'avec la batte un peu plus importante qu'avec une batte naturelle. Vous avez vu, je n'ai pas hésité, le carreau est bien sur la table, il ne casse pas. Voilà, donc des battes un peu lourdes. Et puis on va le voir effectivement, donc vous avez aussi des systèmes de battes électriques, alors soit à fil, soit sur batterie, maintenant ça devient de plus en plus fréquent, qui sont donc des systèmes qui vont vous permettre de vous assurer du transfert total de la colle. Donc ici, vous avez donc là un modèle chez Techno-Unit, il existe chez Raimondi, il existe chez Ruby aussi, vous voyez. Donc vous avez aussi des systèmes avec des battes un peu plus petites, avec des battes aussi qui se détachent en deux parties pour être plus légères entre le mur et le sol, selon ce qu'on a à faire. Donc ceci, en fait, est pour vous assurer qu'avec ça, vous n'oubliez rien. Parce que des fois, on a un petit peu peur quand même de ne pas avoir réalisé le transfert complètement, comment aller vérifier au milieu qu'on n'a pas fait cette flaque d'air ou qu'on n'a pas eu ce problème-là. Donc, avec un système électrique, vous êtes plus garanti. Maintenant, si vous partez bien du centre, et c'est ce qu'on va faire, et que vous chassez bien l'air de gauche à droite, comme si vous maroufliez une tapisserie, pratiquement, mais avec un coup de batte, bien sûr, on minimise vraiment les choses. Les battes vibrantes, elles ont un gros intérêt, c'est que
le carreleur n'a pas forcément l'habitude d'utiliser ces éléments-là, mais quand vous posez même un 80-80, vous faites un double encollage, bon, on est tous pareils, avec l'âge, ça commence à taper dans les mains, on commence à avoir des soucis, on se fait mal, c'est des métiers qui sont durs, hein, c'est tous ces métiers du bâtiment, alors le carrelage entre autres, quoi, franchement. Et ben, en fait, une batte vibrante, quand vous faites un double encollage et que vous posez vos croisillons de réglage et que vous mettez un coup de batte vibrante, ben, c'est juste que vous économisez vos bras. Et c'est quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez aussi bien utiliser. Bien sûr, pour les grands formats, ça vous pérenne, mais sur un chantier, lorsque vous avez 100, 150 mètres carrés de 80, 80, même 60, 60, du moment, enfin, mieux si vous avez des croisillons de réglage, autrement ça risque de vous dérégler votre pose, donc mieux avec des croisillons quand même, ben, vous allez vous économiser. Et justement, Mathieu, je me permets de revenir sur un point sur lequel tu es passé un peu rapidement, justement le sens des sillons. Alors, si je le fais verticalement, qu'est-ce qui se passe, hein, au lieu de les faire de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Alors, bon, il faut analyser son cas de figure de chantier. Il est évident que si on le fait horizontalement, alors, on va le faire de la même façon sur le carreau, de manière à ce qu'au moment où on va rapprocher les deux carreaux, comme je l'explique, l'air en fait puisse se chasser avec un passage. Donc évidemment, si vous faites une pose en hauteur, il vaut mieux le faire de manière horizontale parce que la sortie est plus proche pour l'air. Que si vous faites par exemple la même opération dans le sens de la hauteur, ben, l'air devra parcourir toute la hauteur ou toute la partie basse de la dalle. Donc c'est mieux quand même de le faire dans le sens où l'évacuation de l'air est la plus rapide, quoi. Voilà. Bien entendu, ça paraît logique maintenant que vous l'expliquez. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que bon, après c'est des pratiques, c'est sûr. Et bien souvent, c'est souvent aller au plus simple qui nous permet d'aller le mieux sur ces typologies de chantier. Et comme je le disais tout à l'heure, la préparation, l'organisation, il ne faut jamais débarrouler sans avoir pensé à mettre quelque chose pour protéger votre sol, pour éviter l'angle qui casse. Pensez à voir comment je veux rentrer dans la pièce. Et on sait que c'est pas simple. Il y a eu des cas de figure de chantier, et on peut vous le dire, où, notamment sur des motifs un peu marbrés, avec des choses, des veines qui suivent, où l'entreprise a dû, ou soit l'entreprise, soit nous, on leur a préparé, couper le carreau en deux très nettement et faire accepter un joint central, mais le dessin faisant, ça s'acceptait très bien, parce qu'en fait, techniquement parlant, ça ne rentrait pas dans la pièce, quoi. Ça ne rentrait pas dans les accès de la pièce. Et tu arrives sur un point qui est quand même essentiel, ça veut dire qu'il faut anticiper avant de débuter ses travaux. Voilà. C'est-à-dire que le carreleur ne doit pas se lancer sur du 3 mètres par 1 mètre sans anticiper si on passe bien par l'ascenseur, si on passe bien par les escaliers. Exactement. La première des choses à faire, même si nous on le sait par rapport à la fréquentation en agence et dans nos salles d'expo, mais c'est vraiment un des premiers conseils qu'on fait avec les vendeurs, c'est de bien insister avec les clients sur le fait qu'il faut qu'ils voient avec leur entreprise s'il y a une réelle faisabilité dans leur cas de figure. On ne se retrouve pas dans une sous-pente de la Croix-Rousse au 4e étage, par exemple, sur un vieux quartier de ville, et qu'en fait les accès se terminent sur des escaliers en colimaçon où on ne passera pas de toute façon. Donc oui, tout ça demande une grosse anticipation, et on ne peut pas, aujourd'hui, on peut pas... Un particulier qui veut ce résultat-là ne peut pas se lancer dedans sans l'approbation de son entreprise. Vraiment, alors bon, beaucoup de villas de plein pied, bien sûr, ne posent pas de problème, mais on a quand même un marché de rénovation qui est extrêmement important, hein. Et puis, en fait, la demande aussi de ces produits-là, très grand, c'est souvent des demandes, ça permet d'avoir des produits assez beaux quand même, puisqu'on a des effets de pierre, de marbre, de béton, de décor, métal, de choses comme ça. Donc on se rapproche en fait aussi de quelque chose très naturel et très, comme je le disais tout à l'heure, un peu marbrier, ou de ces matériaux qui sont traditionnellement de tout temps des choses qui sont faites en grand format, sur lesquelles les normes, bon, avant on n'en faisait pas forcément tant qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a aussi un effet de clientèle qui cherche aussi des choses avec des effets naturels, de grandes pierres, de choses comme ça, qu'on peut offrir dans la céramique sans les aléas. Donc effectivement, voilà. C'est sûr qu'un marbrier qui arrivait avant avec des plaques de 2 cm qui faisaient 45 kg du mètre carré faisait forcément 3 joints sur la hauteur. Là aujourd'hui, c'est le carreau entier qui fait 40 kg, donc
Voilà, les gens ont envie d'essayer de les avoir le plus entiers possible, on va dire. C'est sûr. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué tous ensemble la préparation du support avant l'application de carreaux. On peut avoir des cas de figure où on a une protection à l'eau du support, une étanchéité, un primaire. Alors le choix, est-ce que je peux mixer entre guillemets les références commerciales? C'est-à-dire, je peux utiliser un produit, allez, on va en citer 3, un produit de Sika, un produit de PRB, Voilà. un produit de Alors, en ce qui concerne, on va dire, de la préparation, c'est-à-dire effectivement du primaire, de l'étanchéité si besoin, du produit d'encollage, le mieux quand même pour l'ouvrage et la pérennité et les assurances, c'est quand même d'essayer de travailler sur le fonctionnement d'un système d'une marque plutôt que de les mélanger. Pourquoi? Parce que si malheureusement un jour il y avait un souci, une expertise, on a une meilleure pérennité et on aura un meilleur suivi forcément du fabricant des produits de PMO, des produits de mise en œuvre, et il nous suivra plus facilement. Parce qu'on le sait, par nature, quelqu'un qui fabrique un primaire avec quelqu'un d'autre qui fabrique l'étanchéité, il y aura forcément il y a plus de conflits. Parce que si on peut démontrer que dans la gamme du fabricant, on a bien respecté toutes les étapes, forcément on a même plus de garanties sur le chantier, et pour soi, si par valeur il y avait un souci un jour. Bien entendu. Ça paraît tout à fait plausible. Alors, ça veut surtout pas dire en termes d'assurance. Voilà, c'est plutôt en termes d'assurance parce qu'on sait que techniquement parlant, ça peut très bien fonctionner. Parce qu'on a des acteurs en qualité aujourd'hui qui savent faire des choses qui vont très bien se marier d'une marque à l'autre. Mais c'est plutôt une histoire d'assurabilité, tout à fait. Bien entendu. Et pendant que l'encollage est en train d'être préparé, justement sur les découpes des carreaux, si j'ai des découpes un peu particulières à faire, le passage d'une canalisation, un trou, alors est-ce qu'il y a une technique particulière Alors, effectivement, on va profiter de ce moment-là où l'encollage se termine. Donc, effectivement, ce qu'il faut bien faire attention Alors, ce que je vais dire là est vrai dans tous les cas de figure. Sauf qu'en fait, sur les grandes dalles, comme il y a plus de risques de casse et qu'on prend un risque plus important quand on casse un grand carreau, on se demande effectivement comment il faut les percer. Donc, primo, le mieux, c'est de travailler à l'eau. Donc, choisissez plutôt des éléments de percement à l'eau. N'oubliez pas que le carreau fait 6 mm seulement. Donc, en fait, il est moins épais que les carreaux qu'on a d'habitude. Il va se percer plus facilement. Il est moins profond à percer. Ceci dit, travailler à l'eau avec un guide, comme ça vous êtes sûr de ne pas abîmer votre élément, va vous permettre, vous allez voir, d'avoir une coupe parfaite et vraiment irréprochable. Mais à l'eau, mouillé. Moi, le conseil que je demande, que je vous donne sur les grandes dalles, c'est de travailler à l'eau. Vous avez des choses, ça c'est une meule mixte qui se travaille aussi bien à l'eau qu'à sec. Voilà. Vous ébréchez plus, vous chauffez plus à sec. Donc si vous avez peur d'abîmer votre carreau parce que vous avez un trou à faire assez proche du bord, faites-le à l'eau. Par contre, le percement, vous verrez, c'est même plus facile. Voilà. Le trou carré, par contre, à faire, on a un passage de trappe pour un WC suspendu, quelque chose comme ça, ou une prise carrée. Donc, attaquer à la disqueuse directement, faire des angles droits, couper le carreau, c'est une très mauvaise idée. Mais ce n'est pas une très mauvaise idée parce que c'est du grand format. C'est une très mauvaise idée, en général, dans la céramique. Pour ce fameux point qu'on connaît tous, qui s'appelle le point de fissuration, j'en parlais hier d'ailleurs avec quelqu'un sur le CFA, qui existe aussi dans le métal et qui existe dans d'autres produits, qui existe dans le verre aussi. Donc, quand vous avez un trou rectangulaire important à faire, pensez à percer les 4 angles ronds d'abord. Pas avec une mèche, avec quelque chose d'évidé, vraiment avec quelque chose qui fasse une coupe vraiment sans risquer de vibrer trop l'angle. Voilà, donc plutôt ce type d'élément. Et une fois que vous l'avez fait, vous pouvez sortir la disqueuse. Mais lorsqu'on va venir couper les angles et venir en pointe, on laisse l'arrondi. On ne fabrique pas l'angle droit. On laisse bien l'arrondi. Le point de fissuration d'un carreau part de cet angle droit qui a été fait trop net. Comme dans le verre, comme dans le métal. Voilà, ça c'est vraiment un conseil important à avoir. Mais c'est vrai aussi quand on a sur un carreau de 30-60 avec un simple trou de prise à fer qui est carré. Voilà. Alors évidemment, ça prend du temps, c'est un peu plus... Mais voilà, si on sent qu'il y a un peu de délicatesse dans le carreau ou qu'il est un peu sensible, voilà, pré-percez-le avant. Merci. Ça fait du job, hein, pour encoller un carreau.
Et surtout, on voit bien qu'on ne peut pas le faire vraiment tout seul, hein. Non, Il non, vaut non, tout mieux seul. prévoir une équipe. Alors, moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui essayait de faire... Alors, du coup, en réalité, il ne faisait pas un vrai double encollage. Il encollait le mur, il faisait un beurrage derrière. Et au niveau du transfert, on ne pouvait pas en être sûr à 100%, c'est sûr. C'est un travail qui se fait au moins à 2 personnes. Et bien sûr, si on a possibilité à des moments clés de poser une 3e personne en plus, notamment pour les poses de sol, c'est mieux. Puis on peut peut-être le rappeler aussi, ça permet de préserver la santé des carreleurs, hein. On ne Exactement. veut pas s'abîmer dans le temps, on veut être carreleur non pas seulement 1 an, 2 ans, mais plutôt une dizaine, une vingtaine, une quarantaine d'années. Ah, tout à fait. Donc, c'est sûr que d'où l'utilisation de certains outils, ou vraiment comme la batte vibrante, même dans des formats plus simples, hein, et de travailler à 2, et de, quand c'est possible, bien sûr, de venir au plus près de la surface de pose pour en coller les carreaux. Donc la petite astuce, vous voyez, d'un point central, c'est bien. Il le faut par contre. Hein, quand vous en collez, si vous mettez juste votre carreau en biais, il va, comme on dit, bander sur le mur, et à un moment, il peut casser. Donc à partir du moment où vous avez fait ce point-là, on est assez tranquille. Donc, n'oublions pas, en haut et en bas, toujours une petite cale. On va retourner notre carreau, on va le trouver beaucoup plus lourd là, hein, ce qui est normal. Donc moi je vais rester là, on va s'assurer que nos ventouses n'ont pas bougé. On va quand même mettre un peu les mains dans la colle parce qu'on n'aura pas trop le choix. Et puis on va le retourner, donc je viens à ta place. Donc on reste bien droit surtout, hein. On ne se laisse pas emmener par le poids du carreau. Il faut vraiment qu'on maîtrise les éléments. On vient se poser sur nos cales. Voilà, on est pas mal. On est bien, on est sur toute la partie encollée, c'est bien. Voilà. Donc dilatation en bas, bien sûr, on met un coup de niveau, on vérifie s'il faut régler un petit peu. On va venir, parce que sur des formats de ce type-là, avant de mettre la batte, donc simple pression, vous voyez le carreau il tient, on va quand même s'assurer d'avoir une bonne jonction entre les carreaux et s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet rasant, parce que le pire c'est sur les côtés, lorsqu'on vous avez un joint qui est légèrement sortant, alors avec les carreaux rectifiés, ça pardonne pas trop, quoi. Donc voilà. Donc après, sur la méthode donc de batte, le carreau est en place, on l'a vérifié, donc je parlais d'un mouvement assez simple qui effectivement va être, vous voyez, j'ai pas peur de casser le carreau, hein. Vraiment de travailler comme ça, en partant du centre pour vraiment essayer d'expier l'air le plus rapidement possible. Donc là, en faisant ça, vous voyez que le carreau garde sa souplesse, il ne casse pas. Maintenant, si j'y vais vraiment comme ça, mais simplement l'effet du poids de la batte. Donc ces battes sont bien faites pour ça. Je vais enlever ça. On va enlever nos ventouses. Bon. Donc on y arrive très bien avec un outil comme ça. On peut faire un effet de décollement. Vous verrez que le carreau est quand même bien pris. Mais on n'est pas sûr et on veut surtout s'assurer à 100 voire 200% qu'on n'y revient pas. On va brancher ça. Donc là, il y a pas mal, sur ces outils, il y a pas mal de longueur exprès pour que vous ne soyez pas trop embêtés. Mais comme je vous disais, là, ça sort de plus en plus sur batterie. Donc, une batte électrique, aussi bien pour le sol que pour le mur. C'est comme un fer à repasser. Hein. C'est un petit peu plus lourd quand même. Mais même mouvement, vous partez du centre. Alors, si on vient zoomer sur le bord, on va se rendre compte que là, la colle pousse. Je ne sais pas si on arrive à voir le mouvement de la colle, mais elle fait la gonfle. Voilà. Donc ça fait, selon les modèles, entre 4 et 6 kg. Bon, c'est vrai que sur mural, c'est un peu lourd, mais je ne sais pas si on a pu le zoomer dessus, mais on voit vraiment le grossissement de colle sur le bord, donc le transfert est forcément fait parfaitement. Là. On va poser le deuxième, il faut qu'on enchaîne. Hein? On limite le temps? On pose le deuxième ou pas? On enchaîne? Bon, donc simplement, effectivement, on a positionné les éléments sur une coupe de carreaux qui nous reste. Elles sont où les coupes? Voilà, vous avez compris, on va faire le même boulot, c'est-à-dire que sur le deuxième carreau qu'on va pas poser là, mais on va venir le poser, on va pouvoir venir le régler de manière classique avec
avec son croisillon de réglage et sa pince. Hein. Donc là, rien de nouveau pour vous assurer que sur l'ensemble, on soit... Non, ça va aller. Donc on va pouvoir régler les deux ensemble, comme on a l'habitude de faire pour le sol. C'est vrai que sur les poses murales de ces produits-là, c'est préférable. Donc après, en éléments complémentaires, des petites choses qui sont quand même importantes à connaître. Donc, vous avez des outils. Je vous en ai montré un tout à l'heure qui est assez pratique. Donc, des petits disques coupe-éponce, très pratiques. Vous avez besoin, parce que bon, la céramique, du coup, ça a un côté un petit peu marbrerie. Est-ce que quelqu'un peut me brancher là, s'il vous plaît, sur la rallonge? Vous avez des disques comme ça aussi qui sont assez novateurs pour le carreleur. Donc ça, ce sont des disques lamellés collés diamantés. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est qu'un lamellé collé comme ça va vous permettre de faire du travail sans ébrécher les carreaux, à la différence d'une disqueuse. Donc vous avez pu faire un élément de forme avec un arrondi ou chose comme ça. Pour une raison ou pour une autre, alors on va faire un tout petit peu de poussière, mais vous avez besoin de faire directement une action. Voilà. Là, j'ai travaillé à plat directement. Vous pouvez constater que le carreau ne s'est pas du tout ébréché. Ça, c'est parce que vous êtes sur un système de lamellé collé. Ces systèmes-là existent déjà, pas lamellé collé, pardon, voilà, de disques de ce type-là. Ça existe déjà pour le bois, ça existe pour le métal aussi. Donc pour la céramique, c'est pas si ancien que ça. Hein. Ça fait que 2-3 ans qu'on en trouve sur le marché. Très pratique. Bien sûr, toujours préféré sur les grandes dalles, l'attaque de la coupe avec une jante continue plutôt qu'une jante trop crantelée, hein, pour éviter justement les ébréchures. Si vous avez besoin de faire des coupes à 45, donc vous trouverez du matériel, quelle que soit la marque, soit sur des règles de ce type-là, qui s'ajoutent, qui s'additionnent, soit sur des éléments comme ça qui permettent justement de travailler à 45 ou de travailler droit, ou si on a besoin d'une technique plus marbrière, c'est-à-dire que ça c'est un outil qui va se positionner directement sur le carreau, qui est très humain parce que beaucoup plus pratique et beaucoup plus classique. Des évacuations, vous allez pouvoir brancher ça et faire tout le long un 45 degrés si vous en avez besoin, même sur un 60-60, même sur voilà. Ça c'est les outils qui sont assez intéressants pour ça. Et puis, vous avez après des outils de polissage très fins ou moyens. Vous avez des supports un peu plus rigides, comme ceci aussi, selon ses habitudes, pour faire des dégrossis. Et quand vous aurez besoin, pour une raison ou pour une autre, parce que c'est vrai que sur des grandes dalles, notamment en mural, les clients n'acceptent pas toujours la baguette de finition. Quand on a une belle masse qui correspond bien à la couleur du carreau, ils préfèrent avoir le bord finalement assez fin, net, visible. Donc il existe, comme vous allez trouver chez un marbrier dans son atelier, lui va travailler à l'eau, mais il existe des outils simples comme ceci qui vous permettent successivement de faire un polissage de plus en plus affiné et d'avoir en fait une joue très très propre et d'avoir une finition pratiquement, qui nécessite plus de baguette. Voilà. Donc après, effectivement, c'est l'objet d'un atelier un peu spécialisé pour travailler sur le sujet. Je pense qu'on a balayé à peu près l'ensemble. Oui, merci beaucoup Mathieu. La démonstration, je pense qu'elle était très riche en détails, etc. Et on aura certainement l'occasion de revenir sur plein d'autres questions que vous avez bien sûr au quotidien. On espère que vous avez pu acquérir les gestes classiques déjà pour appréhender les chantiers des grands formats. On a parlé de l'aspect règle de l'art, on a parlé de l'anticipation du chantier, etc. Il y a encore plein d'autres choses à découvrir. On ne pourra pas les découvrir toutes ce matin, mais en tout cas, on apprécie vraiment l'expertise et la technique, les gestes professionnels de Mathieu et de l'apprenti du CFA, bien sûr, qui a participé également à la démo. On va se rapprocher du plan central. Mathieu, si tu veux, Allez. On va arriver au terme de ce webinaire. Donc, on va peut-être demander à Monsieur Larry de se rapprocher également, le formateur du CFA, pour le remercier une fois de plus de l'accueil, de la préparation de ce webinaire. Mathieu, c'était sportif. On se rend bien compte toujours, que les grandes dalles, c'est physique. toujours un peu sportif, c'est Bien sûr. sûr, donc il faut l'anticiper, il ne faut pas se jeter sur ce type de chantier sans bien sûr prendre en compte toutes les contraintes qu'on peut avoir. Monsieur Lahari, un petit mot pour la fin, si vous voulez, si tu veux bien. C'était super, c'est excellent et j'espère que c'est un message qui va être transmis pour toutes les entreprises.
les gestes, l'outillage aussi. Et je remercie beaucoup Mathieu Ah, pas de souci, hein. et toute l'équipe. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci, Monsieur Larry. On va Merci faire de peut-être l'accueil. venir Monsieur Verneau, Mathieu et Patrick Spica qui est arrivé également pour clôturer ce webinaire. Donc, on espère vraiment que ça vous a enrichi. N'hésitez pas à nous solliciter. Vous aurez par mail les coordonnées de l'Union. Vous aurez la possibilité de revoir le webinaire, comme je vous le disais en replay. Mathieu Verneau d'Ecoceram.p qui a grandement contribué à la réalisation de cet événement. On remercie une fois de plus toute votre équipe de s'être mobilisée. Tous les partenaires avec lesquels vous avez travaillé, sans tous les citer, Fila, CRMX, Ruby, etc., qui ont contribué à proposer un outillage et des matériaux adaptés pour cette démonstration et qui d'ailleurs, on peut le dire, ont fait quelques cadeaux au CFA, notamment en termes de matériaux. Donc ça participe bien évidemment à la formation des jeunes pour qu'ils découvrent les techniques et également l'actualité, on peut dire ça comme ça, la réalité des chantiers qui existent sur le marché. Un petit mot, Mathieu. Tu me prends au dépourvu, Nadège. Très fier. On en a parlé il y a longtemps. Techniquement, pas simple à réaliser, donc merci aux équipes. Merci beaucoup à Mathieu. Et je pense que c'est une histoire qui doit se raconter demain dans l'univers de la céramique, des carreleurs. On en parlait tout à l'heure avec Patrick Spica. C'est un univers de la grande dalle qui, demain, dans d'autres pays, c'est plus qu'en train d'émerger, ça prend beaucoup d'ampleur. Et en France, c'est vraiment un univers dans lequel le carreleur peut se retrouver différemment demain, vis-à-vis du particulier, vis-à-vis des grands chantiers. On voit aujourd'hui des grands chantiers qui sont XXL. Et je sais que pour le CFA, on a cœur que nos jeunes demain apprennent cette pause qui est vraiment différente, par l'intermédiaire de ce webinaire et puis par la formation qu'on pourra leur apporter au sein de notre société, d'autres sociétés qui travaillent pour les carreleurs au sens large et l'univers du bâtiment. Voilà. Merci Nadège. Merci beaucoup Mathieu. Et donc on va rappeler que les équipes de DecoCeram proposent des sessions de formation, découverte, approfondissement, etc. pour la technique de mise en œuvre des grands formats et d'autres types d'ouvrages aussi, de façon plus large. Un petit mot, Patrick, pour conclure, peut-être te présenter parce qu'on n'a pas eu le temps de te présenter au début. Oui, bonjour. Donc Patrick Spica, je suis délégué région Rhône-Alpes-Auvergne pour l'Union. D'abord, je suis très content qu'on ait pu se faire cette démonstration dans notre région. Et puis, à l'intérieur, au CFA aussi, parce que c'est très important aujourd'hui, notre jeunesse, on a besoin de formation, on a besoin de carreleurs. Donc, si jamais ça pouvait en plus servir à motiver les jeunes pour notre métier, c'est qu'un plus. Je remercie donc le CFA aussi de nous avoir accueillis, d'avoir préparé les supports tels qu'on l'avait vu en réunion. Et puis, bien sûr, je remercie aussi d'Ecoceram d'avoir participé et de nous avoir démontré que la pose de ces grands carreaux n'était pas si compliquée que cela. Merci à tous. Merci beaucoup Patrick. Une fois de plus, on tenait à remercier notre public qui nous a suivis, qui a appris des choses, on l'espère. Vous avez pu voir, il y a une campagne qui est lancée par l'Union qui s'appelle Devenir carreleur. Donc c'est une campagne qui permet d'assurer la promotion du métier pour accompagner les entreprises dans leur démarche de recherche de main-d'œuvre. Et Dieu seul sait combien nous en avons besoin. Nous voulons attirer des jeunes, des moins jeunes, toute personne qui serait intéressée par ce métier qui demande de la créativité, de la rigueur, mais aussi un talent artistique et un peu esthétique très particulier. On va remercier l'équipe de Weber Vidéo qui nous accompagne comme pour le premier webinaire sur ce deuxième. Merci à vous pour votre professionnalisme. Nous vous souhaitons une très belle fin de journée et nous disons à bientôt pour d'autres aventures avec l'UNECP. Merci beaucoup à tous.